L'esprit est un champ de bataille. Tout ce que tu es, ce que tu gagnes et ce que tu perds se joue là. Pas dans la chance, pas dans les circonstances, mais dans ce dialogue silencieux que tu entretiens avec toi-même tous les jours. Celui qui maîtrise son esprit, maîtrise son destin, mais celui qui le laisse à la dérive finit par être esclave de ses pensées, victime de ses peurs et prisonnier de ce qu'il ne peut pas contrôler. Le véritable changement ne commence pas lorsque tu fais quelque chose de différent, mais lorsque tu penses différemment. Tu peux changer de ville, de partenaire ou de travail, mais si ton esprit reste le même, rien ne change vraiment. Le succès personnel naît lorsque tu arrêtes de réagir et commences à diriger. Quand au lieu de te demander pourquoi les choses t'arrivent, tu te demandes ce que tu peux faire avec ce qui t'arrive. C'est la différence entre celui qui stagne et celui qui évolue. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent des résultats rapides, mais pour ceux qui osent se transformer de l'intérieur. Il n'y a pas de formule magique ni de phrases motivantes qui feront le travail à ta place. Seule la discipline mentale, la clarté et le courage d'agir, même lorsque personne ne t'applaudit. Dans les prochaines leçons, tu comprendras que ton esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes, mais aussi le plus dangereux si tu ne l'entraînes pas. Parce qu'au final, ta vie ne change pas quand le monde change, mais quand tu changes. Et tout commence en un seul endroit, dans ta tête. 1. Contrôle ce qui dépend de toi. Imagine que ton esprit est une forteresse. À l'intérieur, il y a des portes que tu décides d'ouvrir ou de fermer, des murs que tu construis ou que tu démolis, et un trône que seul toi peux occuper. Mais la plupart l'abandonnent. Ils laissent n'importe qui entrer, ils laissent les émotions désordonnées s'asseoir sur le trône, ils laissent la peur prendre les clés et la colère crier des ordres. Contrôler ce qui dépend de toi n'est pas une jolie phrase, c'est reprendre le contrôle de cette forteresse interne que tu as tant négligée. Et ce contrôle commence lorsque tu arrêtes de dépenser de l'énergie dans tout ce qui n'est pas entre tes mains. L'esprit humain a une tendance naturelle à s'obséder avec l'extérieur. Les paroles des autres, les injustices, les choses qui ne se sont pas passées comme tu le voulais. Mais c'est là que la force se perd. Le contrôle ne consiste pas à dominer le monde, mais à te dominer toi-même lorsque le monde ne coopère pas. Cela signifie comprendre que tu ne peux pas éviter la tempête, mais que tu peux décider comment réagir pendant qu'il pleut. Les gens forts ne naissent pas en contrôlant leurs émotions. Les gens forts apprennent à s'arrêter une seconde avant de perdre le contrôle. Le stoïcisme enseigne que tout commence par la perception. Peu importe à quel point la situation est difficile, si ton esprit reste ferme, rien ne peut te détruire. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à essayer de réparer ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas contrôler les opinions des autres, mais tu peux contrôler si elles t'affectent ou non. Tu ne peux pas contrôler le passage du temps, mais tu peux profiter de chaque seconde avec un but. Tu ne peux pas contrôler le résultat, mais tu peux contrôler l'effort. Et c'est là que se trouve le pouvoir, en dirigeant ton attention uniquement vers ce que tu peux influencer. Pratiquer ce principe nécessite un entraînement quotidien. Cela signifie t'arrêter chaque fois que tu ressens de la frustration et te demander « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, laisse tomber. Si la réponse est oui, agis sans te plaindre. Cette habitude transforme l'esprit, car elle l'oblige à se concentrer sur ce qui est utile et à rejeter ce qui est inutile. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, tu découvres que le calme ne vient pas du fait que tout va bien, mais du fait que tu vas bien même quand tout semble aller mal. Contrôler ce qui dépend de toi ne te rend pas indifférent, cela te rend libre. Parce que lorsque tu comprends que tu ne peux pas changer le monde, tu arrêtes de lutter contre lui et tu commences à construire le tien. Les gens réagissent à tout que toi, tu apprends à répondre avec sagesse. Ils cherchent à avoir raison, toi, tu choisis d'avoir la paix. Ils veulent changer tout le monde, toi, tu te transformes toi-même. Et sans t'en rendre compte, ce contrôle intérieur devient la racine de toute ta force. Le jour où tu assumes le contrôle de ton esprit, tout change. Les problèmes sont toujours là, mais tu ne te brises plus. Les obstacles apparaissent, mais tu les utilises maintenant pour te renforcer. Les gens te déçoivent, mais tu ne t'effondres pas.
Parce que tu as compris la vérité la plus puissante. Tu ne peux rien contrôler en dehors de toi, mais tu peux tout contrôler en toi. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est le premier pas vers une vie véritablement libre. 2. Change ta façon de voir les choses. La réalité ne bouge pas, mais ta façon de la voir change tout. Deux personnes peuvent regarder la même tempête, et tandis que l'une voit la destruction, l'autre voit l'opportunité de nettoyer ce qui ne servait plus. La différence n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu l'interprètes. Changer ta façon de voir les choses ne signifie pas nier ce qui se passe, mais entraîner ton esprit à regarder avec clarté ce qui auparavant te faisait réagir avec peur ou colère. Le monde ne devient pas plus facile, c'est toi qui deviens plus sage en regardant sous un autre angle. La plupart des gens sont pris au piège dans l'habitude d'interpréter la vie à partir de la douleur. Si quelque chose va mal, ils le prennent comme un signe d'échec. Si quelqu'un les blesse, ils le voient comme une preuve qu'ils ne valent rien. Mais celui qui apprend à changer sa perspective cesse d'être une victime et devient un observateur. Il commence à comprendre que les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, mais par la signification que tu leur donnes. Ce qui aujourd'hui semble une perte, demain peut se révéler être le point de rupture dont tu avais besoin pour te réveiller. Ton esprit est un filtre. Tout ce que tu vois passe d'abord par tes pensées, tes jugements et tes émotions. Si le filtre est sale de ressentiment, d'insécurité ou de peur, tout te semblera injuste. Mais si tu nettoies ce filtre avec autoconscience et calme, tu verras avec plus d'objectivité. Changer ta façon de voir les choses, c'est nettoyer la lentille avec laquelle tu interprètes la réalité. C'est accepter que la vie ne se comportera pas toujours comme tu l'espères, mais que tu peux toujours choisir comment y répondre. Quand quelque chose t'affecte, ne te demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette simple question transforme la souffrance en croissance. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que tu lui donnes un but. L'adversité cesse d'être un châtiment lorsque tu comprends qu'elle est un outil. Tout ce qui fait mal enseigne, tout ce qui dérange montre une blessure non guérie, tout ce qui te défie te pousse vers une version plus forte de toi-même. L'esprit qui change sa façon de voir commence à remarquer des modèles. Il comprend que rien n'est un hasard, que les gens arrivent ou partent pour une raison, que les échecs apportent des messages, que le rejet ne détruit pas, mais redirige. Ce type de clarté ne s'obtient pas en lisant de jolies phrases, mais en affrontant la vie avec l'intention de la comprendre, et pas seulement de la survivre. Quand tu changes ta perception, ce n'est pas le monde qui change, c'est toi, et cela fait que le monde te répond différemment. Voir sous un autre angle est aussi un acte de pouvoir. Parce que pendant que les autres se plaignent, tu observes. Pendant que les autres réagissent, tu comprends. Pendant qu'ils s'épuisent à essayer de réparer l'extérieur, tu te transformes à l'intérieur. Et avec le temps, ce qui te semblait injuste devient le carburant de ta croissance. L'esprit mature ne demande pas que la vie soit facile. Il demande la force de voir avec sagesse ce qui est difficile. Changer ta façon de voir les choses n'est pas du conformisme, c'est une stratégie. Cela ne signifie pas accepter passivement ce qui se passe, mais l'utiliser à ton avantage. Chaque situation peut être une prison ou une porte, et la seule chose qui décide laquelle des deux elle est, c'est ton regard. Quand tu apprends à voir avec conscience, tu découvres que la plupart des problèmes se dissolvent lorsque tu les observes avec calme. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi si ton interprétation ne le permet pas. C'est là que commence la véritable liberté mentale, non pas en changeant le monde, mais en changeant la façon dont tu le vois. 3. Construis ta propre chance. Le destin ne s'écrit pas dans les étoiles, il se forge avec chaque décision que tu prends quand personne ne te regarde. La chance n'arrive pas par magie, elle arrive quand la préparation rencontre l'opportunité et que tu es éveillé pour la voir passer. La plupart attendent des coups de chance, tandis que d'autres les créent. Et c'est là la véritable différence entre celui qui vit en rêvant et celui qui construit des résultats. Construire ta propre chance, c'est comprendre que le hasard favorise celui qui travaille, celui qui se lève quand personne ne l'applaudit,
celui qui n'attend pas de motivation pour agir. L'esprit faible se réfugie dans l'excuse du destin. Il dit « je n'ai pas eu de chance », comme si la chance était une force externe et inaccessible. Mais l'esprit discipliné comprend que la chance se fabrique avec constance, attention et action. Chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu fabriques une opportunité. Chaque fois que tu fais quelque chose de bien, même quand personne ne le remarque, tu prépares le terrain pour quand viendra le moment opportun. Il n'y a pas de chance pour celui qui n'est pas prêt. Celui qui ne se prépare pas peut croiser l'opportunité parfaite et ne même pas la reconnaître. Construire ta chance implique de changer la relation que tu as avec le temps. Il ne s'agit pas d'attendre, mais de semer. La patience sans action est du conformisme, mais l'action constante, même sans résultats immédiats, est la base de toute bonne fortune. Les personnes réussies ne sont pas les plus chanceuses, elles sont les plus constantes. Elles comprennent que la vie récompense celui qui maintient le focus, pas celui qui se distrait en cherchant des signes. Pendant que d'autres se plaignent du destin, tu travailles en silence. Et quand finalement les résultats arrivent, les autres l'appellent chance. Tu sais que c'était de la préparation. Chaque petite habitude, chaque décision, chaque fois que tu choisis la discipline sur le confort, tu crées un effet cumulatif qui, tôt ou tard, se manifeste comme ce que les gens appellent la chance. Tu n'as pas besoin que l'univers te favorise. Tu as besoin de te favoriser toi-même avec ton comportement. Quand tu agis avec cohérence, les circonstances commencent à s'aligner, non pas parce que c'est de la magie, mais parce que tu es mentalement préparé à saisir ce que d'autres laissent passer. Construire ta propre chance exige également de la confiance en ton processus. Il y aura des moments où rien ne semble fonctionner, où tu te demandes si tout cet effort a un sens. C'est précisément là que se séparent ceux qui attendent des miracles de ceux qui les provoquent. Le succès n'arrive pas quand tu crois en la chance. Il arrive quand tu deviens le genre de personne qui n'en a pas besoin. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les opportunités commencent à se multiplier. La chance favorise l'esprit alerte, celui qui observe avec clarté et agit sans tarder. Pendant que d'autres hésitent, tu avances. Pendant que d'autres planifient éternellement, tu fais le premier pas. Parce que tu as compris que les opportunités ne se cherchent pas, elles se créent. Que la vie ne récompense pas celui qui désire, mais celui qui fait. Que rien d'externe ne peut changer si ton esprit continue d'attendre des signes. Et quand cette vérité s'intègre, tout change. Construire ta propre chance est la façon la plus pratique de maîtriser l'esprit. C'est l'entraîner à agir sans excuse, à bouger sans attendre la permission, à comprendre que rien n'arrive par accident. Quand tu penses, travailles et te prépares tous les jours avec intention, le monde commence à te sembler plus juste, non pas parce qu'il l'est, mais parce que tu es devenu plus capable. Alors tu découvres que la chance n'a jamais été une question de hasard, mais de discipline, de vision et de décision. 4. Agis sans hésiter. L'esprit est comme un terrain d'entraînement. Tu peux étudier toutes les tactiques, visualiser chaque mouvement et planifier chaque pas. Mais si tu n'entres jamais dans la bataille, cela ne sert à rien. La vie récompense l'action, pas l'intention. Penser trop devient le plus grand ennemi du progrès. Quand tu doutes, tu perds de l'élan. Et quand tu perds de l'élan, l'opportunité s'évapore. Agir sans hésiter ne signifie pas se lancer sans réfléchir. Cela signifie avoir confiance en ton jugement, bouger avec détermination et arrêter d'attendre le moment parfait, car ce moment n'arrive jamais. Le doute est une forme de peur déguisée. Peur d'échouer, peur du jugement, peur de ne pas être prêt. Mais l'ironie est que la préparation réelle naît de l'action elle-même. Aucun maître n'a commencé en sachant, aucun sage n'a compris sans d'abord se tromper. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne parlent que de réussir est que les premiers prennent des risques même sans certitude. Attendre de se sentir confiant avant d'agir est comme attendre d'apprendre à nager sans entrer dans l'eau. La confiance n'apparaît pas avant le saut, elle apparaît après l'avoir fait. L'esprit a tendance à chercher la sécurité avant de bouger. Mais la croissance n'a pas lieu dans la sécurité, elle a lieu dans l'incertitude. Si tout est sous contrôle, tu ne progresses probablement pas.
Agir sans hésiter, c'est accepter que le chemin se clarifie dans le mouvement, pas dans l'attente. La pensée excessive éteint l'intuition et nourrit la paralysie. L'action, en revanche, allume la clarté. Lorsque tu fais un pas, même s'il n'est pas parfait, ton esprit s'adapte, apprend et corrige en cours de route. C'est ainsi que se construit la maîtrise personnelle. Chaque fois que tu remets une décision à plus tard, tu entraînes ton esprit à se méfier de lui-même. Chaque excuse, chaque « je commence demain », chaque « ce n'est pas encore le moment » érode ton pouvoir intérieur. Parce qu'en réalité, tu sais ce que tu dois faire. Ce qui te retient n'est pas le manque de connaissances, mais l'excès de peur. Et cette peur ne se dissout que lorsque tu agis. L'action est le remède au doute. Aucune quantité de pensée ne remplace le pouvoir d'un mouvement clair et déterminé. Agir sans hésiter implique également d'accepter l'erreur comme une partie naturelle du processus. Il n'y a pas de progrès sans faux pas, et il n'y a pas de succès sans échec préalable. Les gens qui ont peur d'échouer sont pris au piège de l'inaction, mais ceux qui comprennent que l'échec est une leçon avancent plus vite. Chaque tentative, même celle qui ne se passe pas comme tu l'espères, te donne des informations précieuses. Chaque chute renforce l'esprit, affine la stratégie et durcit le caractère. Tu n'agis pas parce que tu es sûr, tu agis pour découvrir la sécurité que tu n'as pas encore. Le pouvoir d'agir réside dans le fait qu'il transforme l'énergie mentale en résultats tangibles. Alors que d'autres passent des heures à analyser ce qui pourrait mal se passer, tu es déjà en train de créer quelque chose de réel. Alors que d'autres attendent l'inspiration, tu es déjà en train de construire. L'action disciplinée ne dépend pas de l'humeur, elle dépend de l'engagement. Si tu attends la motivation pour bouger, tu perdras du temps. L'esprit s'ordonne à travers le mouvement, pas l'attente. Agir sans hésiter n'est pas de l'impulsivité, c'est de la concentration. C'est bouger avec un but et accepter que chaque pas, même le plus petit, te rapproche du bon endroit. Celui qui agit avec détermination transforme son environnement. Celui qui doute le voit passer. La vie ne récompense pas celui qui pense trop, mais celui qui ose. Dans un monde plein de spectateurs, celui qui agit devient le protagoniste. C'est pourquoi chaque jour est un choix. Continuer à penser ou commencer à bouger. Et si tu le comprends vraiment, tu n'as pas besoin de plus de signes. Le signe, c'est toi, et le moment, c'est maintenant. 5. Commencer à nouveau chaque jour. Chaque aube est une page blanche que peu osent écrire avec intention. Beaucoup se réveillent portant le poids d'hier, les culpabilités, les erreurs, les « j'aurais dû faire mieux ». Mais le passé n'existe que si vous le nourrissez de votre attention. Commencer à nouveau chaque jour n'est pas oublier, c'est libérer. C'est vous donner la permission de commencer sans l'ombre de ce que vous avez mal fait, sans le fardeau de ce qui n'a pas fonctionné. La vie se renouvelle chaque jour. Et celui qui ne sait pas le faire reste coincé à répéter le même jour encore et encore. Chaque matin, l'esprit a deux chemins. Traîner ce qui a été ou construire ce qui peut être. Choisir de recommencer est un acte de pouvoir, un rappel que peu importe combien de fois vous avez échoué, tant que vous avez conscience et volonté, vous pouvez corriger le cap. Ce qui détruit les gens ne sont pas les erreurs, mais l'attachement à elles. Celui qui s'identifie à son passé cesse d'avancer, mais celui qui l'observe sans culpabilité apprend à l'utiliser comme carburant. Le stoïcisme enseigne que rien ne peut arrêter celui qui se lève chaque jour, décidé à être meilleur qu'hier. L'esprit discipliné comprend que chaque aube est une occasion d'ajuster la direction. Vous n'avez pas besoin que tout change d'un coup, il suffit de faire un peu mieux qu'avant. La constance surpasse l'enthousiasme momentané. Vous n'avez pas besoin de vous sentir motivé, vous avez besoin d'avoir un but. Commencer à nouveau, c'est se rappeler que peu importe ce que vous avez mal fait, ce qui compte, c'est ce que vous faites aujourd'hui pour le réparer. La vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever sans drame et de continuer sans regarder en arrière. Chaque jour qui commence apporte avec lui un défi invisible, résister à la tentation de répéter les mêmes schémas. C'est pourquoi recommencer n'est pas recommencer à zéro, mais le faire à partir de l'expérience. C'est avoir la maturité de ne pas punir votre passé, mais de l'utiliser comme guide. Les gens pensent qu'un nouveau départ doit être grand,
mais les changements profonds naissent dans le petit, dans une décision consciente, dans un mot différent, dans une action mieux choisie. Si vous attendez que la vie vous donne une nouvelle chance, vous ne remarquerez jamais que vous l'avez déjà chaque fois que vous ouvrez les yeux. Commencer à nouveau demande du courage, car cela implique de lâcher des identités qui ne correspondent plus à vous. Vous n'êtes pas vos erreurs, ni vos échecs, ni les versions que les autres se souviennent de vous. Chaque aube est une occasion de vous prouver que vous pouvez encore vous transformer. Personne ne vous arrête, sauf vous. La plupart laissent passer les jours en pensant que le changement est un événement, alors qu'en réalité, c'est un processus quotidien de décision, d'action et de discipline. Celui qui recommence chaque jour devient quelqu'un d'impossible à arrêter. L'esprit libre ne se lamente pas, il s'ajuste. Il ne cherche pas ce qu'il a perdu, il cherche ce qu'il peut construire. C'est là le véritable pouvoir du redémarrage, la capacité de ne pas abandonner même si le monde vous pousse à le faire. Si vous êtes tombé hier, levez-vous aujourd'hui avec plus de clarté. Si quelque chose vous a blessé, utilisez-le pour grandir. Si quelque chose n'a pas bien tourné, analysez, apprenez et réessayez. La vie n'attend pas, mais elle ne vous refuse pas non plus une autre chance. Commencer à nouveau chaque jour est le rappel le plus simple et le plus puissant que vous avez toujours le contrôle. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est ce que vous décidez d'en faire. Tant que vous avez une nouvelle aube, vous avez une autre chance de construire la vie que vous voulez. L'esprit qui comprend cela a déjà un avantage, car il ne dépend pas du passé pour avancer. Il regarde seulement en avant avec détermination et recommence. 6. Vis uniquement le présent. L'horloge ne s'arrête jamais, mais l'esprit humain, oui, il reste coincé entre ce qui a été et ce qui pourrait être, sautant de souvenir en inquiétude, sans vivre ce qui se trouve juste devant lui. Vivre uniquement le présent n'est pas une phrase poétique, c'est une stratégie mentale pour retrouver ton pouvoir. Parce que chaque fois que tu retournes dans le passé, tu perds de l'énergie, et chaque fois que tu te projettes dans le futur, tu perds de la concentration. La seule chose réelle se passe maintenant, et celui qui n'apprend pas à vivre ici vit esclave de penser qu'il ne peut pas changer. Le passé est un musée que tu visites pour apprendre, pas une maison où tu restes à vivre. Les gens se chaînent à ce qui n'existe plus, répétant des histoires, se blâmant ou idéalisant ce qui aurait pu être. Mais rien de ce dont tu te souviens ne peut se reproduire. Cela peut seulement t'enseigner. Et l'avenir, aussi brillant ou menaçant qu'il puisse paraître, ne t'appartient pas encore. C'est une projection de ton esprit, une illusion qui change selon ton état émotionnel. Quand tu comprends cela, tu découvres que la seule partie que tu peux contrôler est entre tes mains, le présent. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer tes responsabilités, mais diriger ton attention avec précision. Si tu travailles, travaille. Si tu parles, écoute. Si tu te reposes, repose-toi. La dispersion mentale détruit la paix parce qu'elle te divise en 1000 directions. Pendant que ton corps est ici, ton esprit est là-bas, analysant ce que tu as dit ou planifiant ce que tu feras. L'esprit entraîné à vivre le présent trouve l'équilibre, parce qu'il cesse de dépenser de l'énergie dans des choses qui n'existent pas encore. Le stoïcisme enseigne que le temps est le bien le plus précieux que tu possèdes, et le gaspiller sur ce que tu ne peux pas contrôler est une forme lente d'autodestruction. Être présent est une pratique de conscience, une façon de dire à ton esprit « Je suis ici, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs ». Chaque fois que tu te concentres sur ce que tu fais, ton anxiété diminue. Chaque fois que tu reviens au moment présent, ton esprit retrouve sa clarté. Tu n'as pas besoin de maîtriser le temps, tu as besoin de maîtriser ton attention. Vivre le présent exige également d'accepter ce qui est, sans y ajouter des histoires. La plupart des gens ne souffrent pas de ce qui se passe, mais de ce qu'ils imaginent que cela signifie. Si tu apprends à observer sans étiqueter, tu découvres que la vie est moins chaotique qu'elle ne le semble. La douleur se réduit, les émotions se rangent et les pensées cessent de te dominer. Lorsque tu vis le présent, les décisions deviennent plus simples, car tu n'agis plus par peur de demain ni par culpabilité d'hier, mais à partir de la réalité qui est devant toi. Être ici ne nécessite pas d'effort physique.
mais mentale. C'est te rappeler à toi-même que cette seconde est la seule qui compte. Le reste n'est que bruit, une distraction élégante, créée par l'esprit, pour éviter la simplicité de ce que tu as déjà. Celui qui apprend à vivre le présent cesse d'attendre que quelque chose change pour se sentir bien, et commence à se sentir bien, parce qu'il change sa façon de vivre. Le temps passe de la même manière pour tous, mais seuls les conscients en profitent. Chaque instant que tu vis vraiment est une victoire sur le chaos de ton propre esprit. 7. Choisis la vertu, pas l'approbation. Le monde est une scène où tout le monde joue pour obtenir des applaudissements, mais peu vivent avec la conviction d'être fidèles à eux-mêmes. Vivre pour plaire est comme construire une maison sur du sable, tout semble stable jusqu'à ce que la première tempête arrive. La vertu, en revanche, est ce rocher solide sur lequel tu peux soutenir ta vie, peu importe qui te regarde ou ce que disent les autres. Choisir la vertu plutôt que l'approbation, c'est te libérer du besoin de plaire et commencer à vivre avec la tranquillité de savoir que tu fais ce qui est juste, même si personne ne le reconnaît. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher la validation. Bon fils, bon ami, bon professionnel. La société récompense l'apparence plus que l'authenticité. Mais celui qui vit en cherchant l'approbation des autres ne se repose jamais, car sa valeur dépend du jugement des autres. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain, ils te pointent du doigt. Ce qui était admiré hier peut être critiqué demain. La vertu ne change pas avec le vent, la vertu reste. Et celui qui l'a choisi vit avec cohérence, pas avec anxiété. Parce que l'approbation te rend esclave, la vertu te rend libre. Être vertueux, ce n'est pas être parfait, c'est agir guidé par des principes, même quand personne ne te voit. C'est faire ce qui est juste même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si tu perds quelque chose en chemin. Dans un monde où tout se négocie pour l'acceptation, maintenir ton intégrité est un acte de rébellion. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, juste de rester ferme dans tes valeurs. Les personnes cohérentes sont difficiles à manipuler parce que leur boussole ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la clarté intérieure. La recherche constante d'approbation détruit l'esprit. Tu deviens un reflet des attentes des autres. Tu commences à agir pour être aimé, pas pour être vrai. Tu commences à parler pour plaire, pas pour dire ce que tu penses. Petit à petit, tu te perds jusqu'à ce que tu ne saches plus qui tu es sans l'opinion des autres. Récupérer la vertu, c'est revenir au centre. C'est se rappeler que l'honnêteté envers soi-même vaut plus que n'importe quel applaudissement. Chaque fois que tu choisis la vertu plutôt que l'approbation, tu renforces ton esprit. Au début, ça fera mal, parce qu'ils diront que tu as changé, que tu es devenu froide ou distant. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Tu n'arrêtes pas d'aimer, tu arrêtes de dépendre. Tu n'es pas arrogant, tu es libre. La vertu ne cherche pas la reconnaissance, elle cherche la cohérence. Et cette cohérence génère une paix qu'aucune approbation ne peut te donner. Le stoïcisme enseigne que le véritable succès n'est pas de plaire aux autres, mais de rester fidèle à tes principes, même sous pression. L'esprit discipliné ne se vend pas pour l'approbation et ne se perturbe pas par les critiques. Apprends à filtrer le bruit, à écouter sans l'absorber, à agir sans demander la permission. C'est là la véritable force mentale. Faire ce que tu considères juste, pas ce que les autres attendent. Quand tu choisis la vertu, tout se simplifie. Tu n'as plus besoin de concourir pour l'attention, parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas du regard extérieur. Tu ne cherches plus l'acceptation, parce que ta conscience est suffisante témoin. L'approbation externe est volatile, mais la tranquillité d'être cohérent avec toi-même dure toute une vie. Choisis la vertu chaque jour, dans les petites et grandes choses, même si personne ne le remarque. Parce que celui qui vit pour être applaudi se vide, mais celui qui vit selon la vertu se remplit de sens. Et à la fin, la paix mentale ne vient pas quand tout le monde t'approuve, mais quand tu sais que tu as fait ce qui est juste. 8. Maîtrise ton esprit. L'esprit est comme un cheval sauvage, puissant mais dangereux si tu ne sais pas le diriger. Si tu le laisses sans contrôle, il te traîne vers le chaos, te jette contre tes peurs et te fait croire que tu es tes pensées. Mais lorsque tu apprends à tenir les rênes,
Cette même force qui te détruisait auparavant devient celle qui te propulse vers l'avant. Maîtriser ton esprit ne signifie pas le faire taire, c'est lui apprendre à t'obéir. C'est l'entraîner pour qu'il travaille avec toi, pas contre toi. Le chaos intérieur naît du manque de contrôle mental. La plupart des gens laissent leurs pensées gouverner leur vie sans se rendre compte qu'ils peuvent choisir quoi penser et quoi ne pas penser. Un esprit indiscipliné se nourrit de peur, de doute et de comparaison. Il réagit à tout, s'agite pour rien et s'épuise facilement. Mais un esprit entraîné observe sans juger, agit sans dramatiser et répond avec sagesse. La maîtrise mentale ne s'acquiert pas en un jour. Elle se construit avec une pratique quotidienne, avec la patience de celui qui sait que le calme est plus puissant que la réaction. Chaque pensée que tu répètes devient un ordre pour ton cerveau. Si tu penses à des problèmes, ton esprit les cherchera. Si tu penses à des possibilités, ton esprit les créera. C'est pourquoi le maîtriser ne signifie pas éliminer les pensées, mais les diriger avec intention. C'est l'entraîner comme un muscle. Plus tu l'utilises avec un but, plus il devient fort. Mais si tu le laisses sans discipline, il s'affaiblit et finit par te contrôler. Ton esprit doit être ton allié, pas ton ennemi. La maîtrise mentale commence par l'observation. Apprends à regarder tes pensées sans t'impliquer, comme si elles étaient des nuages qui passent. Si tu ne les nourris pas, elles perdent de la force. L'anxiété, la colère et la frustration ne disparaissent pas en les évitant, mais en les comprenant. Chaque émotion que tu comprends cesse d'avoir du pouvoir sur toi. L'esprit s'éclaircit lorsque tu arrêtes de te battre avec lui. Au lieu de dire « je ne veux pas penser à ça », demande-toi « pourquoi je pense à ça ?» Cette simple question change la dynamique du pouvoir intérieur. Tu as aussi besoin de discipline mentale pour ne pas réagir à chaque stimulus. Le monde moderne est conçu pour voler ton attention. Notifications, nouvelles, opinions. Chaque interruption est un voleur d'énergie. Maîtriser l'esprit, c'est apprendre à diriger ton attention vers ce qui est vraiment important et laisser le reste passer. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne nécessite pas ton énergie. Lorsque tu apprends à ignorer ce qui est sans importance, ton esprit devient ton refuge, pas ton champ de bataille. Le contrôle mental n'élimine pas les émotions, il les met à leur place. L'esprit fort ressent, mais ne se noie pas. Il observe la douleur, la traite et continue. Il ne nie pas ce qu'il ressent, il le traduit en sagesse. La différence entre un esprit faible et un esprit fort ne réside pas dans le nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés, mais dans la façon dont ils les interprètent. L'esprit dominé transforme chaque difficulté en entraînement, chaque chute en apprentissage, chaque silence en pouvoir. Maîtriser ton esprit est le point culminant de la croissance personnelle. C'est le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin que quoi que ce soit change pour te sentir en paix, parce que la paix, c'est toi qui la crée. Rien d'extérieur ne peut perturber celui qui contrôle son monde intérieur. C'est la véritable liberté. Pouvoir penser sans être esclave de tes pensées, agir sans être entraîné par les émotions, décider sans le bruit de la peur. Lorsque tu arrives à ce point, tu ne réagis plus, tu réponds, tu ne survis plus. Tu vis avec intention. Et alors, tu comprends que maîtriser ton esprit n'est pas seulement un objectif, c'est l'art de te gouverner toi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a des gens qui ne veulent pas d'aide, ils veulent de la compagnie dans leur misère. Et si tu n'apprends pas à le voir à temps, tu finiras par couler avec eux. Fixer des limites n'est pas un manque de compassion, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu ne peux pas sauver ceux qui se nourrissent de leur propre douleur, ni porter ceux qui utilisent ton empathie comme excuse pour ne pas changer. La vérité est simple. Tout le monde ne veut pas sortir du trou. Certains cherchent juste quelqu'un pour les accompagner pendant qu'ils se plaignent du fond. Aider sans limite te transforme en ton propre ennemi. Tu t'épuises, tu te frustres et tu finis par te sentir coupable de te prioriser. Mais la culpabilité n'est pas la tienne. C'est le prix d'avoir donné plus que tu ne devais.
Tu n'es pas une station de sauvetage pour ceux qui ne veulent pas avancer, ni une source infinie pour ceux qui ne savent que demander. Chaque fois que tu portes les problèmes des autres, tu laisses tomber les tiens. Et quand cela se répète, tu perds ce qu'il y a de plus important, la paix intérieure. Ne confonds pas l'empathie avec la soumission. Être une bonne personne ne signifie pas tolérer les abus ni sauver celui qui jouit du chaos. La véritable aide nécessite du discernement. Apprendre à dire assez est une forme d'amour de soi. Parce qu'aider sans sagesse n'est pas de la noblesse, c'est de l'auto-abandon. Parfois, la meilleure façon d'aider est de te mettre à l'écart, de laisser l'autre assumer sa responsabilité et de récupérer ton énergie. Si tu ne le fais pas, la bonté devient un fardeau. Et celui qui vit en portant le fardeau des autres finit par oublier comment se soutenir lui-même. 1. Observe avant d'aider. La mer ne sauve pas tous ceux qui se noient, seulement ceux qui veulent vraiment nager. De la même manière, celui qui a un cœur prêt à aider devrait agir, car tous ceux qui demandent de l'aide ne cherchent pas à sortir de l'eau. Certains veulent simplement vous entraîner avec eux. Observer avant d'aider n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est s'arrêter un instant avant de donner votre énergie et vous demander « Cette personne veut-elle vraiment changer ?» ou cherche-t-elle simplement une épaule sur laquelle décharger son chaos? La plupart des gens n'observent pas, ils réagissent. Ils voient la souffrance et courent pour l'éteindre sans comprendre qu'il y a des douleurs qui se répètent, parce que celui qui les souffre ne veut pas guérir, il veut de l'attention. Les personnes au grand cœur ont tendance à faire la même erreur, aidées par impulsion. Ils pensent que leur devoir est de sauver, alors qu'en réalité, leur tâche est de discerner. Tous les problèmes n'ont pas besoin de votre intervention, et toutes les larmes ne sont pas sincères. Parfois, derrière le « je ne sais pas quoi faire », il y a une volonté de rester le même, un désir inconscient de continuer à être une victime pour ne pas assumer de responsabilité. Si vous aidez sans regarder, vous finissez par renforcer la faiblesse des autres, en alimentant le même schéma que vous dites vouloir briser. La compassion sans intelligence devient une forme de cruauté, car elle prive l'autre de sa chance de grandir. Observer avant d'aider signifie écouter plus que vous ne parlez. Remarquez si la personne veut des solutions ou simplement de la validation. Celui qui cherche vraiment à s'améliorer ne vous épuise pas, il vous inspire. Il parle avec intention, agit avec humilité et reconnaît ses propres erreurs. Mais celui qui cherche simplement à être sauvé vous demandera de plus en plus, et sa gratitude durera le temps qu'il aura besoin de vous à nouveau. Apprenez à lire entre les lignes, car les mots demandent de l'aide, mais les actions révèlent la vérité. Combien de fois vous êtes-vous épuisé à essayer de soutenir quelqu'un qui ne fait rien pour lui-même? Et le pire, c'est que quand vous vous éloignez, ils vous font vous sentir coupable. Mais la culpabilité n'est pas un signe d'empathie, c'est un signe de manipulation. Si vous n'observez pas, vous deviendrez la victime de votre propre désir d'être bon. C'est pourquoi, avant d'agir, observez. Analysez si votre aide apporte ou perpétue le problème. Si vous rendez service ou si vous êtes utilisé. Aider ne signifie pas toujours intervenir. Parfois, aider, c'est donner de l'espace. Laisser l'autre faire face aux conséquences de son inaction est aussi une forme d'amour, même si cela fait mal. Parce que la maturité ne naît pas du sauvetage, mais de l'apprentissage. Lorsque vous observez, vous voyez clairement qui veut vraiment avancer et qui cherche simplement à vous entraîner dans son chaos émotionnel. Vous vous rendrez compte que beaucoup de gens ne veulent pas guérir. Ils veulent de la compagnie dans leur souffrance. Et vous n'êtes pas là pour ça. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera de l'aide, ne répondez pas immédiatement. Respirez, écoutez, observez. Demandez-vous si cette personne fera quelque chose avec ce que vous lui offrez ou si elle va simplement drainer votre énergie. Si la réponse est la seconde, faites un pas en arrière sans culpabilité. Vous n'êtes pas obligé de sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. Votre devoir est de prendre soin de votre énergie, de protéger votre paix et d'agir à partir de la conscience, pas de l'émotion. Parce que celui qui observe avant d'aider ne cesse pas d'être bon, il cesse d'être naïf. Apprenez à regarder avec des yeux calmes et un cœur fort. Aider sans sagesse, c'est se perdre sur le chemin des autres.
Mais quand vous observez d'abord, votre aide devient une force, pas un fardeau. Et c'est la différence entre vous épuiser pour tout le monde et servir avec une véritable clarté. 2. Ne porte pas ce qui n'est pas à toi. Porter les problèmes des autres, c'est comme essayer de nager avec des pierres attachées au corps. Tu peux avoir de la force, de bonnes intentions et de la résistance, mais tôt ou tard, tu coules. Tout ce qui pèse n'est pas à toi. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu vivras épuisé en essayant de soutenir ce que tu n'aurais jamais dû prendre. Beaucoup de gens confondent l'empathie avec l'obligation. Ils pensent que aider signifie assumer, quand en réalité aider signifie accompagner sans te perdre. Ne porte pas les culpabilités, les frustrations ni les conséquences des autres. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour corriger le désordre émotionnel de ceux qui ne veulent pas changer. Si quelqu'un détruit sa vie encore et encore et que tu cours pour le relever, tu alimentes le même cycle. Celui qui n'apprend pas de sa chute la répète, et si tu es toujours là pour l'amortir, il s'habitue à ton sauvetage. Alors ton énergie cesse d'être une preuve d'amour et devient sa béquille émotionnelle. Être empathique ne t'oblige pas à supporter. Tu n'es pas responsable de la douleur que l'autre refuse de guérir. Et pourtant, les gens bienveillants ont souvent un sentiment de culpabilité lorsqu'ils se retirent, comme si protéger leur paix était un acte égoïste. Ce n'est pas le cas. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre qu'il y a des charges qui, bien qu'elles semblent nobles, ne te concernent pas. Parce que porter ce qui appartient à autrui n'aide personne. Cela ne fait que retarder l'apprentissage que chaque personne doit vivre par elle-même. Les relations les plus épuisantes naissent de cette mauvaise habitude, prendre des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Tu t'impliques dans des drames qui ne te concernent pas, tu absorbes des émotions qui ne te concernent pas, et tu finis par ressentir une fatigue que tu ne comprends pas. Tu te demandes pourquoi tu es si fatigué, et la réponse est simple. Tu portes les vies des autres sur tes épaules. Chaque fois que quelqu'un te dit « sans toi, je ne peux pas », il te demande de porter sa part. Et si tu acceptes, tu renonces à la tienne. Porter ce qui n'est pas à toi est aussi une forme de contrôle. Tu essayes de réparer les autres parce que ça te dérange de les voir échouer. Mais en réalité, tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais pour apaiser ton anxiété. Tu veux qu'ils aillent bien pour que tu te sentes en paix, mais ce n'est pas ta tâche. Ta tâche est de rester équilibré et de permettre à l'autre d'apprendre de son expérience. Si tu interviens trop, tu leur voles l'opportunité de découvrir leur propre force. L'erreur de beaucoup est de croire que l'aide est toujours synonyme de présence. Mais parfois, la véritable aide est l'absence. C'est ne pas porter, c'est regarder avec compassion, mais sans porter le poids. C'est dire « ceci ne m'appartient pas » et continuer avec la conscience tranquille. Apprendre à séparer ce qui est à toi de ce qui est à autrui est une preuve de maturité. C'est comprendre que tu peux aimer sans absorber, prendre soin sans te perdre, écouter sans devenir un dépôt de peine. Arrêter de porter ce qui n'est pas à toi ne signifie pas devenir froid. Cela signifie devenir sage. Cela signifie comprendre que tu ne peux pas guérir l'autre si tu tombes malade, que tu ne peux pas soutenir un monde entier si tu négliges le tien. Et surtout, que celui qui veut vraiment guérir ne te donnera pas sa charge, il te demandera ton exemple. Quand tu apprendras cela, ton énergie restera intacte et ton aide sera plus pure, car elle naîtra de la clarté, pas de l'épuisement. Tu n'es pas né pour porter le poids du monde, tu es né pour marcher léger et enseigner avec ton équilibre que la véritable force n'est pas dans le fait de porter, mais dans le fait de savoir lâcher. 3. Pose des limites sans culpabilité. Il y a des portes qui ne tiennent debout que lorsque tu apprends à les fermer. Si tu laisses tout ouvert par peur de blesser quelqu'un, tu finiras par vivre au milieu du bruit, sans espace pour écouter ta propre voix. Poser des limites n'est pas rejeter les autres, c'est protéger ce qui te donne du sens. C'est construire un mur invisible qui sépare ce qui te nourrit de ce qui te consume. La culpabilité n'apparaît que lorsque tu ne comprends pas encore que prendre soin de toi est aussi un acte d'amour. Dire non fait parfois mal, surtout lorsque tu as passé des années à dire oui à tout, par peur de perdre de l'affection ou de l'approbation.
Mais si pour être aimé tu dois te trahir, ce n'est pas de l'affection, c'est de la dépendance déguisée. Chaque fois que tu tais ce que tu ressens pour maintenir la paix, tu brises en réalité la tienne. Il n'y a pas de fatigue pire que celle de celui qui donne sans mesure, espérant que les autres remarquent sa fatigue. Et le pire, c'est qu'il ne le remarque pas parce qu'il s'habitue à recevoir sans rien donner en retour. Poser des limites est un acte de respect, pas de froideur. C'est reconnaître que tu ne peux pas être disponible pour tout le monde, tout le temps. Que tu n'as pas l'obligation d'expliquer pourquoi tu as besoin de silence, de repos ou de distance. Il y a des personnes qui ne comprennent la valeur de ta présence que lorsqu'ils ne l'ont plus, et c'est la confirmation que ton absence enseigne aussi. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour maintenir ton équilibre, et si cela dérange, c'est le signe que la limite était nécessaire. Les limites révèlent qui te valorise vraiment. Celui qui te respecte n'est pas offensé parce que tu poses des règles, il les comprend. Mais celui qui profite de ton manque de limites te traitera d'égoïste dès que tu commenceras à prendre soin de toi. Et c'est là que beaucoup reculent, cèdent à nouveau, recommencent à donner des explications. Ils laissent la culpabilité les faire renoncer à leur paix. Mais la culpabilité n'est qu'une alarme de déprogrammation, un signe que tu brises de vieux schémas où tu as appris que aimer était plaire. La vie devient plus légère lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de justifier tes limites. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que tu mérites du repos, du silence ou du temps pour toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de décision. Parce que plus tu te défends, plus tu donnes de l'espace aux autres pour donner leur avis sur ta façon de vivre. Et personne n'a le droit de le faire. Si quelque chose ou quelqu'un te vole constamment de l'énergie, tu as le devoir de fermer cette porte. Si tu ne le fais pas, l'épuisement sera ta responsabilité. Apprendre à poser des limites signifie aussi accepter que tu ne peux pas tout faire, ni être partout, ni sauver personne. Cela signifie dire « je ne peux pas » sans te sentir faible. Je ne veux pas, sans te sentir coupable. Et ça suffit, sans craindre d'être abandonné. Parce que celui qui t'abandonne pour prendre soin de toi n'a jamais vraiment été avec toi, seulement avec ce qu'il obtenait de toi. Ne te sens pas mal de te prioriser, sois fier. Le respect des autres commence par le respect de soi. Les gens forts ne sont pas ceux qui supportent tout, mais ceux qui savent jusqu'où. Celui qui apprend à poser des limites ne s'isole pas, il s'organise. Il cesse d'être la victime de l'excès et devient le maître de son énergie. Souviens-toi de ceci, la paix intérieure n'est pas négociable. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de franchir tes limites sans conséquence, tu t'éloignes un peu plus de toi. Mais lorsque tu les maintiens fermes, le monde peut trembler autour de toi et tu resteras debout, calme, clair, invulnérable. C'est là le véritable pouvoir d'une limite bien posée. 4. Ne cédez pas à la manipulation. Les marionnettes ne bougent pas de leur propre gré, mais par les fils invisibles de celui qui sait exactement où tirer. C'est ainsi que les manipulateurs agissent, des personnes qui comprennent vos émotions mieux que vous-même et les utilisent à leur avantage. Ils détectent votre empathie, votre peur de décevoir, votre besoin d'être compris, et c'est là qu'ils placent leurs fils. Ils ne vous ordonnent pas, ils vous font vous sentir responsable. Ils ne vous exigent pas, ils vous font croire que choisir ce qu'ils veulent est votre devoir moral. Et quand vous vous en rendez compte, vous agissez déjà par culpabilité, pas par conviction. La manipulation ne se présente pas toujours avec des cris ou des menaces. Parfois, elle arrive enveloppée de tendresse, dans des phrases qui semblent affectueuses, mais qui cachent le contrôle. Je pensais que tu étais différent. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, personne ne te comprendra comme moi. Des mots doux qui font plus mal qu'un coup, parce qu'ils attaquent là où ça fait le plus mal, votre conscience. Ils vous font sentir que mettre des limites est de la cruauté, et que dire non est de l'ingratitude. Mais la vérité est autre. Céder à la manipulation n'est pas de la bonté, c'est renoncer à votre liberté émotionnelle. Il y a des gens qui ne cherchent pas la connexion, ils cherchent le contrôle. Ils utilisent la culpabilité comme monnaie d'échange et le victimisme comme déguisement. Ils ont toujours une histoire qui justifie leur attitude et trouvent toujours un moyen de vous transformer en méchant si vous ne faites pas ce qu'ils attendent.
Le plus dangereux dans ce type de relation est qu'au début, elles semblent innocentes. Ils vous convainquent avec des arguments logiques, font appel à votre sensibilité, et sans vous en rendre compte, vous portez des responsabilités qui ne vous reviennent pas. La clé est de reconnaître les signes précoces. Si chaque fois que vous refusez quelque chose, vous avez peur d'être rejeté, si vous avez constamment besoin de justifier vos décisions, ou si vous vous surprenez à céder juste pour éviter le conflit, vous êtes manipulé. Et la manipulation ne se brise pas avec des explications, elle se brise avec de la distance. Vous ne pouvez pas raisonner avec quelqu'un qui utilise vos émotions comme une arme. Vous ne pouvez pas attendre de l'empathie de quelqu'un qui voit votre bonté comme une opportunité. La seule défense réelle est le détachement. Céder à la manipulation vous rend prisonnier de l'opinion des autres. Vous vous habituez à agir pour ne pas déranger, à plaire pour ne pas être critiqué, à porter des culpabilités qui ne sont pas les vôtres juste pour maintenir une fausse paix. Mais cette paix n'est pas la paix, c'est de la soumission déguisée. La véritable tranquillité arrive lorsque vous apprenez à supporter le malaise de décevoir les autres tout en choisissant de ne pas vous trahir. Celui qui manipule ne tolère pas que quelqu'un pense par lui-même. C'est pourquoi il se met en colère quand il ne parvient pas à vous dominer. Ne prenez pas cette colère comme une culpabilité. Prenez-la comme un signe que vous reprenez le pouvoir. Ne pas céder ne signifie pas devenir dur ou insensible. Cela signifie vous choisir. Cela signifie dire « je comprends ta douleur, mais je n'accepterai pas ton contrôle ». Cela signifie ne pas répondre à la provocation, ne pas entrer dans le jeu de convaincre ou de vous justifier. Le manipulateur se nourrit de vos explications, de vos doutes et de vos tentatives de prouver que vous êtes une bonne personne. Plus vous vous efforcez, plus vous vous embrouillez. La liberté émotionnelle naît lorsque vous arrêtez d'expliquer et commencez à agir avec une fermeté silencieuse. La manipulation meurt là où naît la clarté. Quand vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez et jusqu'où va votre responsabilité, aucun discours ne vous emporte. Les mots perdent de leur force parce qu'ils n'ont plus où s'accrocher. Vous n'avez pas besoin de discuter, juste de rester ferme. Et quand vous le faites, vous verrez comment les manipulateurs s'éloignent d'eux-mêmes à la recherche d'un autre esprit prêt à céder. Votre tâche n'est pas de les changer, c'est de vous protéger. Chaque fois que vous choisissez de ne pas céder, vous récupérez une partie de vous. Vous récupérez votre voix, votre énergie, votre concentration. 5. Éloigne-toi du bruit des autres. Le bruit le plus dangereux ne provient pas toujours de la ville ou de la circulation, mais des voix des autres qui s'installent dans ton esprit. Opinions, critiques, comparaisons, drames sans fin. Lorsque tu n'apprends pas à les tenir à distance, tu finis par vivre dans le chaos des autres, déconnecté de ton propre centre. S'éloigner du bruit des autres n'est pas de l'isolement, c'est de la survie mentale. Parce que l'esprit qui ne trouve pas le silence se perd dans la confusion, et la personne qui se perd dans le bruit cesse de s'écouter. Beaucoup vivent piégés dans des conversations qui ne mènent à rien, dans des discussions où tout le monde veut avoir raison et personne ne veut comprendre. Ils s'entourent de plaintes, de conflits, de commérages et de lamentations, comme si absorber le désordre des autres était une forme d'empathie. Mais ce n'est pas le cas. Chaque mot que tu entends et chaque énergie que tu permets d'entrer devient une partie de ton paysage intérieur. Si tu t'entoures de bruit, ton esprit perd sa clarté, et un esprit sans clarté est un bateau sans gouvernail, naviguant au rythme des courants des autres. Apprendre à s'éloigner du bruit signifie être sélectif avec ce que tu écoutes. Tout ne mérite pas ton attention, toute histoire n'a pas besoin de ta réponse. Il y a des gens qui ne cherchent pas des solutions, ils cherchent de la compagnie dans leur désordre. Et si tu n'es pas prudent, tu finis par participer à un drame qui ne t'appartient même pas. À ce stade, ton énergie se fragmente. Tu commences la journée avec force, mais tu finis épuisé sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est de la pollution émotionnelle. Le silence n'est pas une absence, c'est du pouvoir. C'est la capacité de rester calme quand le monde crie. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de donner ton avis sur tout, ni de t'impliquer dans chaque conflit. Quand tu apprends à écouter de manière sélective, tu découvres que beaucoup de batailles n'étaient pas les tiennes,
que les urgences qui t'entouraient n'étaient que des distractions déguisées en importance. Le bruit des autres cherche cela, te distraire de toi-même. La paix ne se trouve pas, elle se construit avec de petites décisions. Avec le simple acte de dire « je ne veux pas parler de ça, je n'ai pas besoin d'entendre ça, je préfère garder le silence ». Ce sont des phrases qui semblent simples, mais c'est en elles que réside la liberté. Parce que lorsque tu choisis de ne pas participer au bruit, tu récupères ton énergie, ta clarté et ton focus. Et tu cesses d'être une victime de l'environnement pour devenir le maître de ton espace intérieur. S'éloigner du bruit ne signifie pas devenir distant. Cela signifie choisir le type d'énergie que tu permets à proximité. Si tu es entouré de personnes qui se plaignent, critiquent ou créent des conflits, tu te retrouves inévitablement imprégné de cette vibration. Tu ne peux pas garder l'esprit clair si tu te nourris de toxicité verbale. Commence à remarquer ce que tu entends pendant la journée. Les conversations qui te laissent t'épuiser, les discussions qui se répètent sans sens. Chacune d'elles te vole un peu de calme. Et ton calme vaut plus que n'importe quel argument. La sagesse est de savoir quand parler et quand partir. Tout ne mérite pas ton explication, tout ne nécessite pas ta défense. Le silence sélectif est l'une des formes les plus élégantes de protéger ton énergie. Laisse les autres faire du bruit, toi, garde ta paix. Quand le bruit ne t'entraîne pas, le monde extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu apprends à distinguer l'essentiel de l'irrélevant. Et cela change tout. La tranquillité d'esprit ne se négocie avec personne. Ne t'excuse pas de t'éloigner de ce qui te confond, te diminue ou t'épuise. Tu n'es pas responsable du chaos des autres, mais tu l'es de l'ordre en toi. Prends soin de ton espace, protège ton calme et rappelle-toi que le silence n'est pas le vide, c'est la présence. 6. Protège ton énergie. Les gens ne se brisent pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de tout ce qu'ils absorbent sans s'en rendre compte. Chaque mot, chaque geste, chaque environnement a une charge qui te nourrit ou te consomme. Protéger ton énergie n'est pas un acte spirituel vide, c'est une mesure de survie émotionnelle. C'est comprendre que tu ne peux pas garder ta lumière allumée si tu passes ta vie à essayer d'allumer les bougies des autres. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse. Et si tu n'apprends pas à la préserver, d'autres la consommeront sans remords. Il y a des gens qui ne veulent pas de tes conseils ni de ton aide, ils veulent ton énergie. Ils te cherchent parce que tu transmets le calme, la force ou la clarté. Et à la fin de chaque rencontre, tu te sens épuisé, comme si tu avais couru un marathon émotionnel. Ce n'est pas une coïncidence. Certains ne veulent pas de ta présence pour partager, mais pour se recharger, et ils le font sans conscience. Mais l'effet est le même. Tu te vides. C'est pourquoi protéger ton énergie implique de reconnaître où va ta paix, et avec qui ton enthousiasme se dissout. Tous les liens ne sont pas nutritifs. Toutes les conversations ne sont pas nécessaires. L'excès de disponibilité te laisse sans équilibre. Chaque fois que tu dis oui par obligation ou par peur de décevoir, tu donnes un fragment de ton énergie à quelque chose qui ne le mérite pas. Et même si au début, cela ne se voit pas, avec le temps ton corps le sait. Tu dors moins bien, tu t'irrites facilement, tu perds ta motivation. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est de la surcharge émotionnelle. Tu as permis que ton énergie soit prise sans réciprocité. Protéger ton énergie ne signifie pas t'enfermer, cela signifie filtrer. Tout ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton esprit. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en affrontant, mais en ignorant. Le silence, le temps seul, la déconnexion volontaire sont des murs invisibles qui séparent l'essentiel de l'inutile. Parce que chaque interaction a un coût, et celui qui ne comprend pas cela vit endetté avec le monde. L'énergie se régénère lorsque tu apprends à te retirer à temps. Quand tu sais dire « je ne peux pas écouter ça maintenant », « je ne veux pas parler de ça » ou « j'ai besoin de distance », ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène émotionnelle. Tu ne peux pas donner de la clarté si ton intérieur est nuageux. Tu ne peux pas inspirer si tu es épuisé. Ta paix n'est pas un luxe, c'est ta base. Et si tu la perds, tout le reste s'effondre. Les gens qui ne protègent pas leur énergie finissent par confondre l'épuisement avec la loyauté.
Ils pensent que d'être toujours disponible est synonyme d'amour, alors qu'en réalité, c'est la peur d'être oublié. Mais celui qui t'apprécie vraiment n'a pas besoin que tu te vides pour rester. Il a besoin de te voir, complet, calme, fort. L'énergie protégée n'est pas dépensée pour prouver. Elle est investie pour construire. Apprends à prendre soin de ton espace mental comme tu prendrais soin d'une maison sacrée. Ne laisse pas n'importe qui entrer, ne laisse pas le bruit extérieur, ruiner ton ordre intérieur. Si quelque chose vole ta sérénité, ferme la porte. Parce que la vie ne consiste pas à avoir plus d'énergie, mais à arrêter de la donner à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Protéger ton énergie, c'est protéger ton destin, ton focus et ton pouvoir. Celui qui apprend cela ne se sent jamais vide à nouveau. 7. N'essaie pas de changer quelqu'un. Le fer ne se forge qu'avec le feu, pas avec les mots. Tu peux parler, conseiller et accompagner, mais si la personne ne veut pas se transformer, tous tes efforts seront vains. Essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas le faire est comme frapper l'eau en espérant la modeler, tu finis juste épuisé. Celui qui n'a pas la volonté de grandir restera le même si tu lui mets le monde entre les mains. Et plus tu essaies, plus tu te frustres, parce que ce qui pour toi est une aide, pour l'autre peut être une invasion. Beaucoup pensent qu'aimer, c'est corriger, que montrer de l'affection, c'est essayer de sauver l'autre de ses erreurs. Mais l'amour, s'il est conscient, n'impose pas de changement, il les inspire. Personne ne change parce que tu le lui demandes. Il change parce que quelque chose en lui se brise, parce qu'il atteint sa propre limite. Ce que tu peux faire, c'est montrer par ton exemple ce que signifie avancer, ne pas traîner quelqu'un avec toi. Chaque personne a son propre rythme, son propre processus, son propre moment de réveil. Forcer ce processus, c'est lui voler une partie essentielle de sa croissance. Essayer de changer quelqu'un est une forme déguisée de contrôle. Tu penses que tu le fais par amour, mais au fond, tu cherches à calmer ton anxiété. Il te dérange de voir cette personne répéter des erreurs, et tu penses que si elle parvient à s'améliorer, tu auras aussi la paix. Mais ce n'est pas la solution. Ta paix ne peut pas dépendre de l'évolution d'autrui. Tant que tu mettras ton bien-être dans le changement de l'autre, tu resteras attaché à son immaturité. La véritable liberté arrive lorsque tu acceptes que tu ne peux pas faire le travail interne de quelqu'un d'autre. Quand tu insistes pour changer quelqu'un qui ne veut pas le faire, la relation devient une guerre silencieuse. Tu commences avec patience, puis avec des avertissements, ensuite avec frustration. Et à la fin, tu deviens ce que tu n'as jamais voulu être, quelqu'un qui exige. Et pourtant, rien ne change, parce que la transformation ne s'impose pas, elle se choisit. La personne qui n'est pas prête à évoluer trouvera toujours une excuse, une justification, une raison de rester la même. Si tu continues à insister, tu finis par perdre de l'énergie, du respect et parfois même de l'amour. Accepter que tu ne peux pas changer quelqu'un ne signifie pas abandonner. Cela signifie voir la réalité sans illusion. Tout le monde n'est pas prêt pour la croissance. Certains préfèrent le confort de la douleur connue plutôt que l'effort de guérir. Et même si tu veux les aider, ton rôle n'est pas de les guider de force, mais de garder ta lumière allumée pour que, s'ils décident un jour de sortir de l'obscurité, ils sachent où regarder. C'est ça le leadership émotionnel. Ne pas traîner, mais éclairer de loin. Arrêter d'essayer de changer les autres te rend une force immense. Tu récupères du temps, de la clarté et de la sérénité. Tu commences à te concentrer sur ce que tu peux transformer, toi-même. Et paradoxalement, quand tu le fais, tu inspires les autres sans dire un mot. Les gens ne changent pas grâce aux conseils, ils changent grâce à l'impact. Ils voient ta cohérence, ton calme, ton évolution, et comprennent qu'il est possible de vivre différemment. C'est l'enseignement le plus puissant, celui qui n'impose pas, mais qui démontre. Tu n'es pas un projet de réparation humaine. Tu n'es pas venu pour réparer les autres, mais pour rester ferme dans ton but. Si quelqu'un veut vraiment changer, il le fera avec ou sans ton aide. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ton devoir d'insister. Parfois, la meilleure leçon que tu peux donner est de t'éloigner. Non pas pour le punir, mais pour lui rappeler que chacun est responsable de son propre chemin. Parce que celui qui ne veut pas changer n'a pas besoin de ton coup de pouce, il a besoin de sa chute.
Et quand il touchera enfin le fond, ce qu'il se souviendra ne seront pas tes mots, mais ton exemple. Changer quelqu'un est impossible, mais l'inspirer par ta transformation est inévitable. 8. Priorise ton propre chemin. La vie ressemble à une route interminable pleine de détours, de voies et de signes qui essaient de te dire où aller. Si tu t'arrêtes pour écouter chacun d'eux, tu n'arriveras jamais à destination. Prioriser ton propre chemin n'est pas de l'égoïsme, c'est de la direction. C'est regarder en avant pendant que le monde te demande de regarder partout. C'est comprendre que si tu essayes de plaire à tout le monde, tu finis par oublier où tu allais. Les gens t'offriront 1000 opinions sur ce que tu devrais faire, mais aucune d'entre elles ne marchera pour toi quand tu te tromperas. Suivre ton chemin implique de la maturité, parce qu'il implique de décevoir les autres pour ne pas te trahir toi-même. Tout le monde ne comprendra pas tes décisions, et c'est bien. Tout le monde n'est pas appelé à comprendre ton but, parce que ta vision n'a pas été remise à un comité, elle a été placée en toi. Chaque fois que tu choisis d'avancer pour ce que tu sens juste, même si les autres ne l'approuvent pas, tu deviens plus fort. Le chemin propre se construit avec des pas fermes, pas avec des permissions étrangères. Beaucoup de gens se perdent en essayant de suivre des chemins qui ne leur appartiennent pas. Ils marchent en direction du désir des autres, de l'attente de la famille, de la comparaison avec ceux qui semblent avoir plus de succès. Mais tout cela est une illusion. Personne ne peut vivre ta vie pour toi. Le prix de ne pas te prioriser est cher. Insatisfaction, fatigue, perte d'identité. Tu deviens une version conçue pour s'adapter, mais vide à l'intérieur. Quand tu regardes enfin en arrière, tu découvres que tu as passé des années à marcher en cercle par peur de décevoir. Prioriser ton propre chemin signifie apprendre à dire « c'est pour moi », même si personne ne le comprend. Cela signifie avancer sans demander d'approbation. Cela signifie assumer le coût de tes décisions, sachant que même les erreurs te font grandir. Il n'y a pas d'erreur chez celui qui agit avec un but, seulement de l'apprentissage. Mais vivre sous les décisions des autres, c'est mourir sans avoir vraiment vécu. Celui qui craint d'être jugé vit piégé dans la prison invisible du regard des autres. Parfois, tu devras t'éloigner, non pas parce que tu n'aimes pas, mais parce que ta direction est différente. Et cela aussi, c'est du courage. Suivre ton chemin nécessite de la discipline pour ne pas te distraire et du courage pour ne pas abandonner quand la solitude apparaît. Tout le monde n'accompagnera pas ton processus et c'est bien. Ceux qui doivent rester le feront, non pas parce que tu les traînes, mais parce qu'ils marchent avec la même intention. Ce qui importe n'est pas la quantité de compagnie, mais la qualité du but. La vie se sent plus légère quand tu arrêtes de justifier tes pas. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es sur le bon chemin. Tu le sauras quand, malgré la fatigue, tu ressentiras la paix. C'est la boussole la plus précise, la tranquillité intérieure. Si quelque chose vole ta sérénité, cela n'appartient pas à ton itinéraire. Si quelque chose éteint ton enthousiasme, ce n'est pas une partie de la destination qui te correspond. Choisir ton chemin, ce n'est pas fuir le monde, c'est honorer ce que tu es sans craindre le jugement. Les gens qui avancent sans se prioriser s'épuisent en essayant de soutenir des destinations qui ne sont pas les leurs. Mais celui qui apprend à mettre son énergie dans sa propre direction devient imbattable. Parce que quand tu marches par conviction, les obstacles n'arrêtent pas, ils enseignent. Quand tu sais où tu vas, les opinions deviennent un bruit de fond. Prioriser ton chemin, c'est te choisir chaque jour, même quand personne d'autre ne le fait. C'est regarder en avant et dire avec fermeté « Je ne suis pas venu pour plaire, je suis venu pour avancer ». C'est le début de toute véritable liberté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Essayer de tout contrôler est le moyen le plus rapide de perdre son calme. C'est ainsi que beaucoup vivent, obsédés par l'idée de forcer des résultats, de prouver, d'avoir des certitudes qui n'arrivent jamais. Ils s'épuisent à lutter contre l'inévitable, croyant que la force réside dans le fait de tout dominer.
alors qu'en réalité, la véritable force réside dans le lâcher-prise. Car celui qui lâche prise ne se rend pas. Il cesse simplement de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne dépend pas de lui. Le stoïcisme enseigne que la vie ne se contrôle pas, elle se comprend. Et quand vous comprenez cela, quelque chose en vous change. L'anxiété cède, l'esprit se calme et l'âme respire enfin. Le contrôle est un mirage. Il vous fait croire que si vous planifiez suffisamment ou si vous vous efforcez plus que les autres, vous pourrez éviter la douleur ou l'échec. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie est mouvement, chaos, incertitude. Celui qui essaie de s'accrocher à tout finit par se noyer dans sa propre peur. Celui qui apprend à faire confiance trouve un équilibre même au milieu du désordre. C'est pourquoi la sérénité n'est pas atteinte lorsque tout va bien, mais lorsque vous pouvez rester calme, même si rien ne se passe comme vous l'espériez. Cette vidéo est un guide pour ceux qui en ont marre de lutter contre le courant. Pour ceux qui veulent apprendre l'art de lâcher prise, de faire confiance et de suivre le courant de la vie sans perdre de direction. Ici, vous n'entendrez pas de phrases creuses, mais des principes réels qui vous obligeront à regarder en vous. Parce que la paix ne se conquiert pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. Et seul celui qui maîtrise son esprit peut enfin vivre en liberté. Coule sans forcer. La vie se comporte parfois comme une corde tendue que tu essaies de tenir avec les deux mains. Tu sens que si tu la lâches, tout s'effondrera. Tu la tires, tu la tiens, tu te bats pour garder le contrôle, mais plus tu tires, plus ça fait mal. Cette corde symbolise ton besoin de dominer ce qui ne te revient pas. C'est le reflet d'un esprit qui a peur de perdre, d'un cœur qui résiste à faire confiance. Cependant, ce qui n'est pas lâché finit par se briser, et avec cela, tu brises aussi ta paix. Le stoïcisme enseigne que la sérénité naît lorsque tu arrêtes de lutter contre le courant et apprends à te déplacer avec lui. Ce n'est pas la vie qui doit s'adapter à toi, c'est toi qui dois apprendre à couler avec la vie. Forcer les choses, c'est comme essayer de faire changer de cours à une rivière. Tu peux t'opposer au courant, mais tu finiras épuisé. Quand tu veux que tout se passe selon tes plans, tu nies la réalité. Et rien ne génère plus de souffrance que de résister à ce qui est déjà là. Marc Aurèle a écrit que le sage ne s'oppose pas au vent, mais ajuste les voiles. C'est cela couler, t'adapter au mouvement de la vie sans perdre ta direction. C'est comprendre que le contrôle absolu est une illusion créée par la peur. Celui qui essaie de tout dominer finit esclave de ses attentes. Couler sans forcer ne signifie pas se rendre ni se contenter. Cela signifie bouger avec cohérence, agir à partir du calme, pas du désespoir. Cela signifie accepter que tu ne peux pas accélérer ce qui a son propre rythme. Les choses arrivent quand tu es prêt, pas quand tu les pousses. La peur te fait pousser, la confiance t'apprend à attendre. Quand tu comprends cela, tu arrêtes d'être obsédé par les résultats et tu commences à valoriser le processus. L'anxiété se dissout parce que tu ne dépends plus du résultat, mais de ta clarté pour continuer à avancer. Appliquer ce principe dans la vie quotidienne est une pratique de connaissance de soi. Si une conversation ne coule pas, ne la force pas. Si une opportunité stagne, ne la pousse pas. Si quelqu'un s'éloigne, ne le retiens pas. Tout ce qui nécessite un effort constant pour se maintenir ne t'appartient pas. Ce qui est authentique reste sans pousser, parce qu'il vibre en harmonie avec ce que tu es. La vie s'équilibre seule quand tu arrêtes d'interférer. C'est la différence entre agir et forcer. Agir découle du but, forcer naît de la peur. Le stoïcien sait quand avancer et quand attendre. Il ne se laisse pas emporter par l'impatience, ni se paralyser par le doute. Il sait que la rivière de la vie a des courbes, des tourbillons et des pauses, mais que chaque tronçon remplit sa fonction. Couler n'est pas passivité, c'est intelligence émotionnelle. C'est bouger avec le rythme naturel des choses, en ayant confiance que chaque pas que tu fais est le bon, même si tu ne vois pas encore la destination. Quand tu apprends à couler, tu découvres que la sérénité n'est pas atteinte en contrôlant le monde, mais en maîtrisant ta réaction face à lui. Celui qui coule sans forcer ne se brise pas, il s'adapte. Il ne se rend pas, il évolue. Il arrête de dépenser de l'énergie dans ce qu'il ne peut pas changer et l'investit dans ce qui dépend de lui. Son esprit, son attitude, sa présence.
Et dans cet état, la vie cesse de se sentir comme une bataille et devient une danse silencieuse entre le destin et la volonté. Couler sans forcer, c'est avoir confiance que le courant ne t'emporte pas, il te guide. Et ce n'est que lorsque tu lâches le besoin de contrôle que tu découvres que tout commence à se mettre en place de lui-même, juste quand tu as arrêté d'essayer de le faire. 2. Sois complet de l'intérieur. Les gens vivent comme s'il leur manquait une pièce. Ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils devraient construire à l'intérieur. Ils pensent que le partenaire idéal, le travail parfait ou l'approbation des autres combleront ce vide qu'ils ressentent. Mais ils ne comprennent pas que rien de l'extérieur ne peut compléter ce qui est fracturé à l'intérieur. Le sentiment de manque ne disparaît pas en obtenant plus. Il disparaît lorsque tu apprends à te sentir suffisant même sans tout avoir. Le stoïcisme enseigne que la véritable plénitude ne vient pas de l'accumulation, mais de la compréhension que tu as déjà ce qu'il faut pour bien vivre. L'incomplétude est une illusion créée par la comparaison. Tu te regardes dans le miroir du monde et tu vois ce que tu n'as pas. Tu observes les réussites des autres et tu oublies les tiennes. Tu te mesures avec des règles qui ne t'appartiennent pas. Et ainsi, tu finis par croire que quelque chose te manque, alors qu'en réalité, tu te manques de reconnaissance. Sénèque a écrit que rien ne manque au sage, car la sagesse lui enseigne à se suffire à lui-même. La plénitude ne se trouve pas, elle se travaille. C'est une pratique quotidienne de réaffirmer ta valeur, sans dépendre de ce que les autres voient ou approuvent. Être complet de l'intérieur, c'est arrêter de vivre sur la défensive. C'est regarder la vie sans le besoin constant de validation. Cela signifie que, même si le monde te rejette, tu ne perds pas l'équilibre, car ton centre n'est pas à l'extérieur. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne doutent jamais. Ce sont celles qui apprennent à se soutenir, même lorsque le doute arrive. La maîtrise intérieure commence lorsque tu comprends que la paix ne dépend pas de l'environnement, mais de l'interprétation que tu en fais. En pratique, ce principe se traduit par apprendre à apprécier ta propre compagnie, à prendre des décisions sans attendre d'applaudissements, à travailler pour tes objectifs même si personne ne le reconnaît. Lorsque ta valeur ne dépend pas de l'écho extérieur, rien ne peut te retirer ce que tu es. Tu arrêtes de négocier ton identité pour t'intégrer et tu commences à vivre avec une intégrité que peu comprennent mais que beaucoup respectent. C'est ça, la véritable indépendance. Ne pas avoir besoin que le monde te confirme pour savoir que tu es sur la bonne voie. Le sage stoïcien ne cherche pas à être admiré. Il cherche à être cohérent. Il ne vit pas en attendant ce qui manque, mais en profitant de ce qu'il a. Et lorsque tu y parviens, l'anxiété d'être plus disparaît. Parce que tu comprends que être plus ne signifie pas avoir plus, mais te comprendre mieux. Être complet de l'intérieur n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité émotionnelle. Personne ne peut te donner ce que tu n'es pas prêt à te donner. Lorsque tu le comprends, ta relation avec tout change. Tu ne t'accroches plus aux personnes ou aux situations pour te sentir en sécurité parce que tu l'es déjà. La plénitude intérieure est un acte de pouvoir silencieux. Elle ne crie pas, elle ne cherche pas l'attention, mais elle se ressent. Celui qui se connaît et se suffit à lui-même transmet une tranquillité qui désarme. Parce que dans un monde où tout le monde veut être vu, celui qui est en paix avec lui-même brille sans effort. Et cette brillance ne dépend pas de la reconnaissance, mais de la certitude qu'il n'a pas besoin de plus pour être complet. 3. Regarde l'abondance. Le problème n'est pas le manque d'opportunités, mais l'aveuglement mental avec lequel les gens vivent. Il y a ceux qui traversent la vie comme si tout était rare, comme si le succès était une ressource limitée que les autres leur arrachent. Ils voient le monde du point de vue du manque, et cette vision devient leur propre prison. L'abondance ne commence pas par l'argent, le pouvoir ou la reconnaissance. Elle commence par la perception. Si ton esprit ne voit que ce qui manque, tu seras toujours en dette avec toi-même. Mais si tu entraînes ton regard à voir ce que tu as déjà, le monde commence à s'ouvrir comme un terrain fertile que tu ne savais pas exister auparavant. Le stoïcisme enseigne que la gratitude est une forme d'intelligence. Non pas parce qu'elle ignore la difficulté, mais parce qu'elle apprend à voir l'essentiel au milieu du chaos.
Marc Aurèle disait que celui qui vit dans la gratitude vit libre. L'abondance n'est pas accumulée, c'est savoir apprécier sans avoir besoin de posséder. C'est comprendre que chaque jour où tu respires, tu as déjà ce qu'il y a de plus précieux. Mais l'esprit moderne, addict à la comparaison, a oublié cela. Il s'est convaincu qu'il ne mérite de se reposer que lorsqu'il obtient plus. Et dans cette quête pour tout atteindre, il se déconnecte du présent, où il a en réalité beaucoup plus qu'il ne le pense. Voir l'abondance n'est pas une fantaisie positive, c'est une pratique consciente. C'est changer la narration interne de « il me manque » à « j'ai déjà ». Ce n'est pas du conformisme, c'est de la sagesse. Celui qui se concentre sur ce qui manque multiplie son anxiété. Celui qui reconnaît ce qu'il a multiplie sa paix. C'est la racine de l'équilibre émotionnel. Regardez avec gratitude, même lorsque les circonstances ne sont pas parfaites. Sénèque l'a expliqué avec précision, quand il a écrit que le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire beaucoup. Pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne implique une reprogrammation mentale. Cela signifie s'arrêter quelques secondes chaque jour pour remarquer ce qui fonctionne, ce qui reste, ce qui te soutient. Remercier non seulement le bon, mais aussi le difficile, car même le défi apporte de la croissance. C'est arrêter de regarder ce que les autres accomplissent pour commencer à apprécier le terrain que tu as déjà gagné. Tu ne peux pas avancer si tu vis en croyant que rien n'est suffisant. Et tu ne peux pas profiter si tu vois tout comme insuffisant. L'accent sur l'abondance transforme ta façon d'agir. Une personne qui se sent pleine ne rivalise pas, elle coopère. Elle ne mendie pas l'affection, elle la donne. Elle ne rampe pas pour la validation, elle se soutient. L'abondance intérieure te rend magnétique parce que tu irradies la sécurité et la tranquillité. Tu arrêtes de courir après ce que tu crois te manquer et tu commences à attirer ce qui te correspond. Le stoïcien n'attend pas d'avoir tout pour se sentir bien. Il se sent bien parce qu'il sait qu'il a déjà ce dont il a besoin pour continuer. Regarde l'abondance en ce que tu es, en ce que tu as surmonté, en ce que tu as appris. Regarde l'abondance dans les personnes qui t'accompagnent, dans les petites victoires que tu as prises pour acquises. Regarde l'abondance dans ta résilience, car c'est la richesse la plus réelle qui existe. Quand tu changes ton regard, ta vie change. L'extérieur ne reflète que ce que tu as déjà décidé de voir en toi. C'est pourquoi l'abondance ne se cherche pas, elle se reconnaît. Et quand tu arrives à la voir, tu te rends compte de quelque chose de puissant. Il ne t'a jamais manqué de rien, tu ne t'étais simplement pas rendu compte. 4. Agis comme celui que tu es déjà. Il y a des moments où tu attends de te sentir prêt à agir, mais cette attente devient éternelle. Tu penses que lorsque tu auras plus de confiance, lorsque les conditions seront correctes ou lorsque tout s'emboîtera, alors tu avanceras. Cependant, la vie ne récompense pas celui qui attend, elle récompense celui qui se comporte comme s'il était déjà prêt. La différence entre celui qui réussit et celui qui rêve seulement réside dans l'action, pas dans l'espoir. Agir comme celui que tu es déjà n'est pas feindre, c'est décider de vivre à partir de ton potentiel plutôt que de ta peur. Le stoïcisme enseigne que la vertu ne se pense pas, elle se pratique. Si tu veux être discipliné, agis avec discipline. Si tu veux être sage, parle et décide avec sagesse. Si tu veux être libre, arrête de dépendre de la permission des autres. Chaque pas cohérent avec ton but te transforme en ce que tu désires être. L'erreur commune est de croire que tu as d'abord besoin de te sentir en sécurité pour agir, alors qu'en réalité, la sécurité naît après avoir agi. L'action précède la confiance, jamais l'inverse. Vivre en attendant la motivation parfaite est un piège de l'ego. C'est le discours interne qui dit « ce n'est pas encore le moment » pour éviter le risque d'échouer. Mais le stoïcien ne craint pas l'erreur, car il comprend que l'erreur fait aussi partie du chemin. Épictète disait qu'aucune grande réalisation ne naît du confort. La grandeur naît lorsque tu agis même si le doute persiste. Le courage n'élimine pas la peur, il la traverse. Agir comme celui que tu es déjà nécessite un esprit entraîné à ne pas dépendre de l'environnement. Cela implique de parler comme celui qui a confiance, de te mouvoir comme celui qui mérite et de prendre des décisions à partir de la valeur, pas du manque.
Si ton but est de devenir quelqu'un de serein, commence à te comporter avec sérénité, même lorsque tout s'effondre. Si tu aspires à réussir, travaille avec l'éthique et la discipline de celui qui a déjà réussi. Si tu désires de l'amour propre, traite-toi avec respect, même lorsque tu ne te sens pas suffisant. C'est ainsi que le changement devient réel. Les actions façonnent l'esprit jusqu'à ce que la nouvelle version de toi devienne naturelle. Dans la vie quotidienne, cette leçon se traduit par de petites décisions. Te lever tôt même si tu n'en as pas envie. Dire la vérité même si elle est inconfortable. Garder ton calme lorsque tu pourrais réagir. Donner le meilleur de toi-même, même lorsque personne ne te voit. Chacune de ces actions renforce ton identité. Tu n'agis plus à partir de ce qui te manque, mais à partir de ce que tu es déjà. Et cela change tout, parce que lorsque ton comportement s'aligne avec ta vision, l'environnement répond. La cohérence a un pouvoir magnétique. Elle attire les opportunités, le respect et la confiance. Le stoïcien n'attend pas de se sentir digne du résultat pour agir. Il devient digne en agissant. L'action consciente est sa forme de prière, sa façon d'honorer la vie. Il comprend que le temps ne s'arrête pas et que le moment correct est maintenant. Chaque seconde que tu passes à douter est une seconde que tu pourrais passer à construire. C'est pourquoi la question n'est pas « suis-je prêt ?», mais « que ferais-je si j'étais déjà celui que je veux être ?» La réponse à cette question est ton chemin. Lorsque tu commences à vivre à partir de ton potentiel, l'esprit cesse de voir une distance entre ce que tu es et ce que tu veux. Tu commences à te mouvoir avec plus de décision, tu parles avec plus de clarté et tu arrêtes de demander la permission d'exister. Agir comme celui que tu es déjà n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité spirituelle. C'est comprendre que le changement ne se produit pas par magie, mais par cohérence. Et lorsque tu atteins cette cohérence, tu cesses de poursuivre ton destin et tu commences à l'incarner. C'est là le véritable pouvoir de celui qui a déjà décidé d'être. 5. Aie confiance pendant que tu avances. Les gens veulent des garanties avant de bouger. Ils cherchent des signes, des certitudes, des promesses que le chemin choisi est le bon. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie ne te montre pas la carte entière, seulement la prochaine étape. Attendre d'avoir une clarté totale avant de progresser, c'est comme refuser de marcher jusqu'à voir la fin du chemin. Le stoïcisme enseigne que la confiance ne se construit pas avec des résultats, elle se construit avec la présence. Celui qui a confiance n'a pas besoin de tout savoir, il a besoin de savoir qu'il peut s'adapter à ce qui vient. Avoir confiance pendant que tu avances ne signifie pas ignorer la peur, cela signifie ne pas laisser la peur décider pour toi. Cela signifie bouger même si tu n'as pas toutes les réponses, même si ton esprit te dit que tu n'es pas prêt. Marc Aurèle écrivait que le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui le rejette. Avoir confiance, c'est accepter ce guide invisible, ce courant que tu ne contrôles pas, mais qui te mène toujours là où tu dois être. Le problème est que beaucoup vivent dans le doute, questionnant chaque pas, paralysés par le besoin de certitude. Et ce doute constant est ce qui leur vole la paix. La confiance stoïcienne n'est pas naïve. Elle ne repose pas sur la chance ni sur l'attente de miracles. Elle repose sur le fait de savoir que quoi qu'il arrive, tu auras la capacité de répondre avec intégrité. Épictète disait que nous ne craignons pas les choses, mais les opinions que nous avons d'elles. Quand tu comprends cela, la confiance devient un choix conscient. Tu n'as pas confiance parce que tout ira bien. Tu as confiance parce que quoi qu'il arrive, tu sauras rester ferme. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne, c'est lâcher l'obsession de contrôler le résultat. Si tu fais de ton mieux, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quand viendra la récompense. Si tu avances avec intégrité, tu n'as pas besoin que tout le monde le voie. Avoir confiance, c'est comprendre que le temps a son propre rythme et que ton seul devoir est de bouger. Les personnes qui accomplissent quelque chose de grand ne sont pas celles qui savaient tout dès le début, mais celles qui ont continué à marcher quand les autres se sont arrêtés. Aie confiance pendant que tu avances, même si tu ne vois pas l'horizon. Fais le pas, même si le sol semble incertain. La foi rationnelle du stoïcien n'est pas d'attendre que l'univers résolve tout.
c'est de croire que l'action cohérente a toujours un sens, même si tu ne sais pas encore lequel. Il n'y a pas de croissance sans risque, ni de transformation sans incertitude. Si tu attends de te sentir complètement sûr pour agir, tu vivras arrêté. Mais si tu avances avec confiance, chaque pas te montrera une partie du chemin qui était auparavant invisible. L'équilibre arrive quand tu comprends que la vie ne consiste pas à deviner l'avenir, mais à répondre avec sagesse au présent. Quand tu fais ce qui dépend de toi et que tu laisses le reste entre les mains du temps, l'anxiété disparaît. La sérénité ne vient pas du contrôle, mais de la foi en ta propre capacité. C'est ainsi qu'on vit avec confiance, sans certitude, mais avec détermination. Avancer sans voir la fin n'est pas de l'imprudence, c'est du courage. La confiance authentique ne crie pas, ne se vante pas, elle marche simplement avec calme. Celui qui a confiance n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa tranquillité le prouve. Et quand tu arrives à cela, la vie commence à bouger avec toi. Parce que la confiance n'attire pas la magie, elle attire la direction. Et quand tu sais avancer avec elle, tu découvres que chaque pas, même le plus incertain, te mène exactement là où tu dois être. 6. Garde l'esprit ouvert. La rigidité mentale est comme une prison sans barreaux, une cellule invisible qui te fait croire que tu sais tout, que ta façon de voir le monde est la seule possible. Cette rigidité t'enferme dans ton ego, t'empêche d'apprendre, de t'adapter ou d'évoluer. Celui qui s'accroche à toujours avoir raison devient son propre obstacle. Garder l'esprit ouvert ne signifie pas douter de tout, cela signifie avoir la sagesse de reconnaître que tu ne sais pas encore tout. C'est faire de la place pour de nouvelles perspectives sans perdre ton jugement. C'est apprendre à écouter sans avoir besoin de te défendre. Le stoïcisme ne cherche pas des esprits rigides, il cherche des esprits libres. Sénèque disait que rien n'arrête plus la croissance que l'arrogance de croire que tu es déjà arrivé. L'esprit ouvert est flexible, pas faible. Il est capable de soutenir une idée et en même temps de l'observer sous un autre angle. C'est accepter que même tes croyances les plus profondes peuvent changer avec l'expérience. L'ouverture d'esprit ne détruit pas ton identité, elle la renforce car elle te permet d'évoluer sans peur. La personne qui ne remet rien en question finit par être l'esclave de sa propre pensée. Dans la vie quotidienne, garder l'esprit ouvert est une pratique d'humilité. C'est accepter les critiques sans te sentir attaqué, c'est écouter des opinions contraires sans réagir avec colère, c'est observer la vie sans préjugés. L'esprit fermé cherche à confirmer, l'esprit ouvert cherche à comprendre. Cette différence est ce qui sépare ceux qui répètent leur histoire de ceux qui la transforment. Si quelque chose te dérange trop, il est probable qu'il y ait quelque chose en toi qui a besoin d'être revu. L'ouverture d'esprit n'élimine pas le conflit, elle l'utilise comme un outil pour grandir. Le problème de beaucoup de gens est qu'ils confondent conviction avec obstination. La conviction naît de la réflexion, l'obstination de la peur. Garder l'esprit ouvert ne te rend pas faible, cela te rend sage, car seul celui qui observe sans juger peut voir clairement. Marc Aurèle a écrit que l'esprit humain a la capacité de s'adapter à tout s'il est disposé à apprendre. Et cette disposition est une forme de force. La rigidité est une défense de l'ego, l'ouverture, une preuve d'intelligence émotionnelle. Pratiquer ce principe nécessite du courage, car ouvrir l'esprit, c'est s'exposer à l'inconnu, et l'inconnu est toujours inconfortable. Cela signifie accepter que tu pourrais te tromper, que tes certitudes ne sont pas des vérités universelles. Mais c'est précisément là que réside la liberté, ne pas dépendre d'avoir raison pour te sentir en paix. L'esprit ouvert ne cherche pas à gagner des discussions, il cherche à gagner en compréhension. Il ne cherche pas à s'imposer, il cherche à apprendre. Et cette attitude change la façon dont tu te relates au monde. Quand tu gardes l'esprit ouvert, la vie t'enseigne des choses que tu ne verrais jamais autrement. Tu commences à remarquer des détails que tu passais auparavant inaperçus, à comprendre des motifs que tu jugeais auparavant, à reconnaître que chaque personne agit à son niveau de conscience. L'ouverture te rend plus patient, plus empathique, plus sage. Tu arrêtes de réagir impulsivement parce que tu comprends que chaque histoire a plus d'une version. Et dans cette compréhension, le calme devient ton allié. Un esprit ouvert n'a pas peur de changer d'opinion,
car il comprend que grandir implique de se transformer. Ce qui te servait hier peut te limiter aujourd'hui. Ce qui te définissait avant peut te freiner maintenant. L'ouverture d'esprit est le pont entre ce que tu étais et ce que tu es destiné à être. Quand tu la pratiques, tu te libères du besoin d'avoir raison et tu commences à chercher la vérité. Et cette quête, sans fanatisme ni peur, est l'essence du sage. 7. Surmonte tes blocages internes. Parfois, l'esprit agit comme un mur que tu construis toi-même. Brique par brique, avec des doutes, des peurs, des comparaisons et des blessures du passé, tu élèves une structure invisible qui t'empêche d'avancer. Tu penses que l'obstacle est à l'extérieur, dans les circonstances, dans les gens, dans la chance, mais la plupart du temps, le mur est en toi. Et le plus ironique, c'est que tu ne le vois pas, parce que tu en as fait une partie de ton identité. Apprendre à surmonter les blocages internes, c'est commencer à démolir ce mur avec conscience, discipline et courage. Les blocages mentaux n'apparaissent pas de nulle part. Ils naissent de la peur de répéter la douleur, d'expériences qui t'ont appris qu'il est plus sûr de ne pas essayer que de risquer de perdre. Ce sont des schémas qui se déguisent en prudence, mais qui sont en réalité des chaînes. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsque tu identifies les pensées qui t'asservissent. Marc Aurèle l'a dit de manière directe. Si quelque chose d'extérieur te fait mal, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton jugement à son sujet. Cette phrase résume le pouvoir qu'a ton interprétation sur ta vie. Ce ne sont pas les faits qui t'arrêtent, mais la façon dont tu les perçois. Surmonter les blocages internes ne signifie pas éliminer la peur, mais agir malgré elle. C'est comprendre que le courage ne signifie pas ne pas avoir peur, mais avancer même si la peur t'accompagne. Chaque fois que tu oses faire un pas vers ce qui te fait peur, tu brises une couche de ce mur. L'action consciente affaiblit le pouvoir de la peur, car elle démontre que tu es plus fort que tu ne le pensais. Il n'y a pas de transformation sans inconfort, et celui qui fuit, cela se condamne à vivre dans le même cercle. Dans la pratique quotidienne, surmonter tes blocages signifie observer tes réactions sans te juger. Quand tu procrastines, quand tu évites, quand tu te justifies, tu es face à un reflet de ce que tu as besoin d'affronter. Peut-être est-ce la peur du rejet, de l'échec ou de ne pas être suffisant. Le reconnaître ne t'affaiblit pas, il te libère. Le stoïcisme ne cherche pas la perfection, il cherche la conscience. Un esprit conscient cesse d'être l'esclave de ses impulsions, car il voit clairement d'où elles viennent. La voie stoïcienne propose de remplacer la peur par la présence. Si tu es complètement concentré sur ce que tu fais, la peur n'a pas de place. L'esprit ne se paralyse que lorsqu'il se projette dans le futur ou revit le passé. C'est pourquoi entraîner l'attention est l'une des armes les plus puissantes contre les blocages internes. Épictète enseignait que ce qui contrôle ton attention contrôle ta vie. Si tu concentres ton énergie sur le présent, rien ne peut te dominer. Il est également essentiel de te pardonner. Beaucoup de blocages proviennent de la culpabilité accumulée, de la dureté avec laquelle tu te juges pour les erreurs du passé. Mais les erreurs ne sont pas des chaînes, ce sont des leçons. Chaque faux pas t'a préparé pour la version que tu construis maintenant. L'autocompassion n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Celui qui se pardonne se libère. Et celui qui se libère avance avec plus de force. Quand tu réussis à briser ces barrières internes, tout commence à couler avec plus de naturel. Tu ne réagis plus par peur, mais par clarté. Tu ne te sabotes plus en pensant que tu ne peux pas, parce que tu l'as déjà fait une fois et tu as survécu. Chaque blocage surmonté devient une source de pouvoir silencieux. Tu apprends que l'esprit est un champ de bataille et que ta plus grande victoire n'est pas de conquérir le monde, mais de te conquérir toi-même. Surmonter tes blocages internes ne consiste pas à devenir invincible, mais à cesser d'être ton propre ennemi. Et quand tu y arrives, la vie cesse enfin de te pousser, parce que c'est toi qui décides maintenant où te déplacer. 8. Apprécie le processus, pas le résultat. La plupart des gens vivent en courant vers un but qui, une fois atteint, ne les satisfait plus. Ils pensent que le bonheur réside dans l'arrivée, dans la réalisation, dans la possession. Mais quand ils l'obtiennent enfin, ils se rendent compte
que l'émotion est de courte durée. Alors, ils fixent un autre but puis un autre et continuent à courir sans relâche. C'est ainsi que l'on vit lorsque le résultat devient le centre de tout. Toujours insatisfait, toujours à la poursuite de quelque chose. Apprécier le processus, en revanche, c'est apprendre à marcher sans anxiété, à profiter du voyage et pas seulement de l'arrivée. Le stoïcisme enseigne que le véritable succès réside dans la vertu de l'effort, pas dans la récompense externe. Marc Aurèle a écrit que la perfection de la conduite consiste à faire ce qui est juste, sans dépendre des applaudissements. Cela signifie que ta valeur ne réside pas dans ce que tu accomplis, mais dans la manière dont tu le fais. Lorsque tu apprends à apprécier le processus, tu comprends que chaque jour compte, que chaque tentative a un sens et que chaque pas, même le plus petit, fait partie de ta croissance. Le résultat n'est qu'une conséquence, jamais le but. Le problème de ne se concentrer que sur le résultat est que tu deviens esclave de l'avenir. Tout ce que tu fais est conditionné par une attente. Et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, tu as l'impression d'avoir échoué. Mais le stoïcien sait que le résultat ne dépend pas entièrement de lui, seulement son effort. Tu peux semer la graine, mais tu ne peux pas contrôler la pluie. Tu peux donner le meilleur de toi-même, mais tu ne peux pas décider quand la récolte arrivera. Celui qui comprend cela cesse de s'obséder avec le résultat et commence à faire confiance au processus. Dans la vie quotidienne, apprécier le processus signifie profiter de l'effort. C'est se lever chaque matin avec la conscience que chaque action, aussi petite soit-elle, a un but. C'est apprendre en avançant, sans se punir pour les erreurs. Le processus est là où tu grandis, où tu te renforces, où tu comprends qui tu es vraiment. Lorsque tu fais quelque chose uniquement pour le résultat, tu perds l'essence. Mais lorsque tu le fais par amour pour le chemin, même les échecs deviennent de précieuses leçons. Pratiquer ce principe nécessite de l'humilité et de la patience. La société te pousse à chercher une reconnaissance immédiate, à mesurer ta valeur par ce que tu accomplis ou par ce que tu possèdes. Mais la sagesse stoïcienne va dans la direction opposée. Elle t'apprend que la croissance intérieure ne se mesure pas en trophées, mais en constance, en caractère, dans la paix avec laquelle tu affrontes chaque obstacle. Épictète l'expliquait avec une idée simple. Ne demande pas que les choses se passent comme tu le souhaites, souhaite qu'elles se passent comme elles doivent se passer. C'est l'attitude de celui qui fait confiance au processus. Lorsque tu apprécies le processus, tu cesses de te précipiter. Tu apprends que tout arrive quand il doit arriver, ni avant, ni après. Tu n'agis plus par anxiété, tu agis par cohérence. Le calme devient ton rythme et la constance ta forme de résistance. Le processus est l'entraînement de l'âme. C'est ce qui te forme quand personne ne te voit. Ce qui te construit en silence, pendant que les autres cherchent des résultats rapides. À la fin, le résultat perd de son importance, parce que tu comprends que ce n'était pas la destination qui te transformait, mais le chemin que tu parcourais pour l'atteindre. Tout effort laisse une trace, toute chute enseigne, toute tentative sincère te façonne. Apprécier le processus ne signifie pas se contenter. Cela signifie reconnaître que la véritable victoire n'est pas d'arriver, mais de ne pas abandonner pendant que tu avances. Et quand tu comprends cela, le résultat cesse d'être une obsession et devient une conséquence naturelle de ton évolution. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.